Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Cameroun, les 10 gouverneurs de région ont été convoqués sur haute instruction du chef de l'État ce 13 janvier 2020 à Yaoundé. Une première conférence semestrielle des autorités administratives du pays qui visait à donner des directives fermes pour la bonne organisation des élections du 9 février 2020. Un sommet s'est tenu ce lundi 13 janvier à Pau en France. Les dirigeants du G5 Sahel et leur homologue français Emmanuel Macron étaient réunis pour discuter de la situation sécuritaire au Sahel. Réunion cruciale pour le Niger qui a une fois de plus été la cible d'une attaque terroriste le 9 janvier. 89 soldats nigériens y ont laissé la vie. Et puis le Togo, premier de la classe en termes de promotion des investissements en Afrique, prévu pour s'établir à 85,9 milliards de francs CFA en 2019. Les investissements directs étrangers dans le pays se sont inscrits en hausse de 15,6% par rapport à 2018. Mais tout d'abord, dimanche 12 janvier, la Cour suprême bissau-guinéenne a rejeté le recours en annulation du second tour de la présidentielle du 29 décembre 2019, déposé par le camp du candidat malheureux Domingos Simoes Pereira. La Cour a décidé un vice de forme pour motiver sa décision. Selon les juges, le PAIGC aurait dû présenter ses réclamations à la Commission nationale électorale avant de saisir la Cour suprême de justice. Elle a dans la foulée autorisé la publication des résultats définitifs, ouvrant la voie à l'officialisation de la victoire d'Oumaro Sissoko Embalo. En prélude aux élections législatives et municipales du 9 février 2020, le président camerounais Paul Biya a convoqué lundi 13 janvier une réunion d'urgence des gouverneurs des 10 régions. À l'ordre du jour, la gestion de la situation sécuritaire dans les régions en crise à l'approche de ces scrutins. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Rencontre inhabituelle des gouverneurs des régions à Yaoundé ce 13 janvier 2020. L'actualité des semaines à venir s'y prête, le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Des élections qui se déroulent dans un contexte de crise dans les régions anglophones et c'est donc pour encadrer ce moment de vote que le président Paul Biya a prescrit une réunion d'urgence avec les gouverneurs. Il a dit, le chef d'État, je cite, les élections se tiendront partout. Il y aura l'encadrement sécuritaire et si cet encadrement sécurité mérite d'être renforcé, n'est-ce pas, il sera renforcé. Troisième autre instruction du chef de l'État, encadrer ELECAM dans le processus, parce que comme j'ai dit, le MINAT c'est l'agent du gouvernement dans le processus. Donc nous devons encadrer ELECAM, n'est-ce pas, dans le processus. Donc nous disons que c'est un défi important, parce que quand le chef de l'État vous donne une mission, c'est une mission qui doit être, n'est-ce pas, c'est un défi qu'il faut relever. La situation sécuritaire reste préoccupante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement, les appels au lockdown se poursuivent. Mais les gouverneurs de région restent optimistes quant à la tenue des élections dans ces régions. Les populations ont compris le message du chef de l'État et sont actuellement en train de rentrer. Le chef de l'État et le gouvernement et beaucoup d'autres organisations de bonne volonté sont en train d'accompagner ces populations. Et nous préparons donc les événements annoncés avec le soutien de ces populations. Et nous pensons que nous allons surmonter les petits derniers écueils qui sont là, notamment ceux des irrédentistes qui continuent à vouloir traumatiser les populations. Le 9 février 2020, les Camerounais seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Pour permettre aux populations d'exercer sereinement leur droit de vote, le gouvernement a déployé un nouveau contingent de 350 gendarmes dans les régions à crise pour assurer la sécurité durant tout le scrutin. Alors que s'est tenu à Pau en France un sommet sur la situation sécuritaire au Sahel, au Niger, inquiétude et interrogation règnent au sein de la population qui continue de compter ses morts. Il y a 5 jours, l'attaque du poste militaire avancé de Chinégodar a fait 89 morts au sein des forces armées nigériennes. Un état d'urgence censé prévenir les incursions djihadistes récurrentes était déjà en vigueur dans cette région située à l'ouest du pays, à la frontière avec le Mali. Le point dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar.
Inquiétude et interrogation au sein de la population au Niger, alors que le gouvernement a revu à la hausse le bilan de l'attaque du camp militaire de Chinagoder à la frontière malienne. 89 soldats sont tombés sur le champ d'honneur et 77 terroristes ont été neutralisés selon un communiqué publié dimanche 12 janvier par le gouvernement. Dans un premier bilan, la mort de 25 soldats avait été annoncée. Nous sommes en temps de guerre, c'est eux qui le disent. Éliminons le politique. Disons au gouvernement, toutes ces zones qui sont en insécurité doivent être gérées par des militaires et non par des politiciens. Cette attaque est intervenue moins d'un mois après celle d'Inates, dans la même zone qui s'est soldée par la mort de 71 soldats nigériens. Le 25 décembre, une embuscade contre un convoi d'une mission d'agents de la commission électorale s'est soldée par 14 victimes dans les rangs des forces armées nigériennes près de Sanam, toujours non loin de la frontière malienne. Comment est-ce qu'on va continuer à enregistrer ces tas de morts régulièrement? Et malheureusement pour nous, on ne tire pas de leçons. On ne cherche pas à savoir c'est quoi la faute de gouvernance de ce système-là qui fait qu'aujourd'hui on a ce résultat macabre. Selon les Nations Unies, la liste des victimes des attaques terroristes s'est considérablement allongée ces 3 dernières années au Niger, au Burkina Faso et au Mali, où plus de 4000 morts ont été enregistrés en 2019 contre 770 en 2016. Par ailleurs, le chef d'état-major des armées, le général Ahmed Mohamed, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Sidikou Issa, ont été limogés ce lundi 13 janvier. Décision qui a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu juste avant le départ du président Mahamadou Issoufou pour le sommet de Pau. Des postes désormais occupés par le général de division Salifou Modi, nommé chef d'état-major des armées, et le général de brigade Seydou Bagué, nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Les avoirs à l'étranger d'Isabel Dos Santos seront en sécurité pour le moment. La justice angolaise n'a pris aucune mesure pour saisir les avoirs étrangers de la fille de l'ex-président José Eduardo Dos Santos. Cependant, selon une déclaration du porte-parole du ministère public angolais, elle n'hésitera pas à recourir à de tels mécanismes si nécessaire. En décembre 2019, un tribunal a ordonné le gel des avoirs et des comptes bancaires angolais d'Isabel Dos Santos dans le cadre d'une tentative du gouvernement de récupérer environ $1 milliard qu'il estime être dû par la fille de l'ex-président et ses associés. La justice angolaise a également exigé la saisie de ses parts dans des sociétés locales, y compris le géant des télécommunications Unitel et la banque Fomento de Angola. Le Togo a réalisé la meilleure performance africaine en termes de promotion des investissements en 2019 selon FDI Intelligence. De janvier à novembre, le pays a remporté 11 projets d'investissement nouveaux contre seulement 2 l'année précédente, soit la plus forte croissance du nombre de projets Greenfield dans tous les pays africains. Les détails avec Aïssatou Bari. En 2019, le Togo a été le pays le plus performant d'Afrique en termes de promotion des investissements. C'est ce que révèle FDI Intelligence, service dédié au décryptage de la mondialisation, de l'industrie et l'investissement direct étranger. Une performance qui classe le Togo compte tenu de la taille de son économie devant le Rwanda et le Sénégal respectivement 2e et 3e. Cette nouvelle gratifiante renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie avec les nombreuses réformes entreprises pour assurer la prospérité et le développement inclusif de notre pays. Prévu pour s'établir à 85,9 milliards de francs CFA en 2019, les investissements directs étrangers se sont inscrits en hausse de 15,6% par rapport à 2018. Il devrait doubler à l'horizon 2024 pour se situer dans le sillage de 178 milliards de francs CFA, d'après le Fonds monétaire international. Ainsi, les performances des 2 dernières années du Togo en matière de promotion d'investissements étrangers ne doivent pas faire oublier le bilan global des années précédentes, notamment le problème de l'environnement, la progression de l'impunité, la justice peu fiable en matière commerciale. Alors tout ceci constitue des entorses importantes au respect des droits des investisseurs, notamment nationaux ou régionaux. Donc il faut bien se poser la question, pourquoi il y a tant d'investissements intéressants? La richesse moyenne du Togolais moyen ne s'améliore pas. De janvier à novembre 2019, le Togo a remporté 11 projets d'investissement nouveaux, contre seulement 2 en 2018.
La majorité de cet investissement vient du double partenariat signé avec le géant nigérian Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate de 2 milliards de dollars et l'installation d'une usine de fabrication de ciment de 60 millions de dollars. L'Afrique du Sud sollicitée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour jouer le rôle de médiateur dans le différend de longue date l'opposant à l'Égypte au sujet de l'important barrage hydraulique que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. Le grand barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, mais sa construction entamée en 2011 inquiète l'Égypte, située en aval et qui dépend du fleuve pour plus de 90% de son approvisionnement en eau. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays où le Nil bleu converge avec le Nil blanc avant de poursuivre sa route en Égypte, ont entamé des discussions en novembre 2019. Mais jeudi 9 janvier 2020, ces discussions n'avaient toujours pas abouti. L'État sénégalais tente de juguler la crise du logement dans le pays, problème qu'on retrouve notamment dans la capitale Dakar. À cet effet, le gouvernement entend construire 100 000 logements pour les personnes à revenus faibles, moyens et modérés d'ici 2025, initiative qui entre dans le cadre d'une politique ambitieuse de promotion immobilière et foncière initiée par les autorités. Les précisions d'Ange Noménian. La crise de logement est sur le point de trouver une issue au Sénégal. D'ici 2025, l'exécutif du pays entend construire 100 000 logements pour les personnes à revenus faibles, moyens et irréguliers. Les Sénégalais qui n'ont pas encore de toit sont prioritairement visés par ce projet de construction. 100 000 logements, c'est toujours très bien. C'est toujours très bien de trouver un programme qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir disposer d'un toit. Parce que il faut savoir qu'au Sénégal, ce qui est très important dans la vie d'une personne, c'est le bâtiment. Le bâtiment et la pierre est une chose culturellement très importante chez nous. Donc c'est toujours très très bien. Mais je veux dire que le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond, c'est qu'on a un problème d'aménagement du territoire. Selon les autorités sénégalaises, 60% des 100 000 logements seront érigés sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour et 40% dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. 100 000 ménages seront propriétaires d'un logement standard en contrepartie d'un versement de 10 à 12 millions de francs CFA, payable sur 15 à 25 ans. On a une grosse concentration des habitations et surtout du travail, des usines, des entreprises, de l'administration au niveau de la presqu'île du Cap-Vert. Ce qui fait que les gens ne veulent pas habiter très loin de leur lieu de travail, ce qui est tout à fait normal. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ces habitations-là soient accompagnées d'un réaménagement du territoire. Le logement a toujours été un problème au Sénégal. La cherté des loyers dans la capitale Dakar fait que de nombreux Sénégalais vont vivre dans les banlieues avec des habitations moins chères. Dans le reste de l'actualité, Yaya Jammeh, l'ancien président gambien exilé en Guinée équatoriale après son refus d'accepter sa défaite face à Adama Barrow lors des élections présidentielles de 2016, aurait pour ambition de retourner dans son pays natal, souhait qu'il a exprimé à maintes reprises, mais qui n'est pas bienvenu par les autorités en place qui ont déclaré que sa sécurité ne pourrait être garantie s'il revenait sans autorisation. Le chef intérimaire du parti de l'ancien chef d'État, Ousmane Rambo Diatta, a déclaré le 11 janvier que Yaya Jammeh est en route pour la Gambie dans l'émission Focus on Africa de la BBC. Déclaration qui faisait suite à la divulgation d'un enregistrement d'une conversation qu'il a eue avec ce dernier. Dans cet enregistrement, le leader évincé a exprimé son soutien à une manifestation de ses partisans prévue pour ce jeudi 16 janvier 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.